Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Cette semaine, je suis accompagnée de Maud Daujean. Depuis juin 2024, elle est responsable du marketing chez Lab4Games, qui regroupe les 5 studios francophones d'Asmodée. Avant, elle occupait le poste de commercial chez l'éditeur Funforge. Son parcours personnel l'a emmené plusieurs années aux États-Unis, où Maud a exercé le métier de photographe. Nous nous sommes rencontrés cet été au Sommet des Jeux à Valmeinier. Eh ben Maud, merci de me rencontrer au Sommet des Jeux à Valmeinier. Voilà, on se voit au sommet à 1900 mètres précisément. Bienvenue sur le podcast. Avec plaisir, merci de m'avoir invitée. Eh ben, ça fait plaisir de te rencontrer pour de vrai et puis de retracer un peu ton parcours et puis qu'on discute de ton métier dans le monde ludique. Quels sont toi tes débuts de joueuse avant même qu'on parle de travail? Moi j'ai appris à compter en jouant au flipper. J'avais des grands frères qui ne me laissaient jamais gagner et ma mère m'a dit pour gagner au flipper, il faut que tu apprennes à compter. Donc j'ai appris à compter très vite parce que j'adore le flipper. C'est mon premier jeu. D'accord. Les vrais flippers. Et tu as des flippers préférés? J'avoue avoir 3 flippers à la maison. Mon préféré, c'est le théâtre de magie. Et après, le jeu de société, ça fait partie de la vie de famille chez toi? Oui, ça a fait partie de notre vie de famille, mais j'ai commencé par le jeu vidéo. Avec ma maman, on jouait aux jeux vidéo le mercredi après-midi. Ok. Elle jouait aux jeux vidéo avec nous tous les mercredis sur la console et on s'amusait pendant quelques heures. Ok, super. Donc ça commençait par quoi comme console, toi? Les Sega, ouais, avec les Sonic et autres jeux à plateforme comme ça. Ok. Voilà. Jeux vidéo et pas forcément jeux de plateau à l'époque. J'ai quand même joué à tous les La Bonne Paye, Docteur Maboul, Monopoly et autres. Bien sûr. Et je me suis fait offrir un Civilisation à 15 ans parce que je me suis dit que je voulais absolument découvrir ce monde-là. Et j'ai pas trouvé de copain pour jouer avec moi alors que j'avais lu toutes les règles. J'étais très triste. Première frustration. Ouais. Tu as eu aussi je crois, du jeu de rôle assez rapidement aussi. C'est quelque chose qui t'a intéressé? J'adore raconter des histoires. J'adore lire des histoires. J'adore vivre des histoires. Le jeu de rôle était l'extension rêvée. J'ai découvert le jeu de rôle grâce à mon mari, Cyril, qui a masterisé des parties. Et depuis, j'ai jamais arrêté de lancer des dés et de vivre des aventures. Ça va au-delà du jeu de rôle, puisque tu adores les jeux grandeur nature, c'est ça? J'en fais exactement beaucoup par an. J'ai le privilège de pouvoir incarner 1001 vies dans des époques aussi différentes que la Renaissance, du Cthulhu, les lauriers de Nabucco, l'occupation pendant la guerre... Bientôt, je vais jouer à Battlestar Galactica. Ah ouais? Voilà, 1001 vies, tout en costume, avec des personnages qui ont des backgrounds assez étoffés, des histoires, des intrigues. Et c'est du jeu de rôle plutôt romanesque. Donc, on cherche à vivre des belles histoires, à donner du beau jeu, à recevoir du beau jeu et à ressentir des émotions assez fortes. Et comment ça se prépare, ça, un jeu grandeur nature comme ça? On reçoit nos personnages, l'univers... les règles de jeu bien en avance et il faut tout préparer bien en avance. Donc par exemple, j'en ai un qui va se dérouler en novembre qui s'appelle l'ISM où je dois lire 250 pages d'histoire personnelle avant de commencer à jouer le jeu. Pour pouvoir incarner vraiment l'histoire de ton personnage. Exactement. Ah oui, ça demande quand même une grande implication, ce genre de jeu. C'est un investissement, mais ça nous permet de refixer ce qui existe ou ce qui n'existe pas, ce qui aurait pu exister, comme quand on joue des uchronies. J'adore ça, honnêtement, c'est une véritable chance de pouvoir incarner la vie de quelqu'un. J'ai adoré, par exemple, être la directrice d'un casino à Cuba. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est vraiment... Avant la Révolution, ouais. Ça permet de vivre 1000 vies, quoi. 1001 vies. C'était un parcours de théâtre, d'impro, quelque chose comme ça, ou pas du tout? J'ai fait du théâtre jeune, ouais. Pas plus que ça. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a a priori aussi beaucoup de costumes pour pouvoir permettre l'immersion. Et effectivement, par le bien de costume et pas de déguisement, oui. On s'approprie notre personnage avec à quoi il ressemble. Souvent, quand on nous donne un personnage, on nous dit tu as plutôt cette classe sociale, tu appartiens plutôt à ce genre de personnage et on te donne des référents. Donc tu te débrouilles pour soit avoir des costumes toi, soit te faire prêter des costumes, soit en louer. Ou les créer peut-être parfois. Mais J'ai pas ce talent-là. On peut pas tout avoir non plus. Oui, c'est vrai. Et puis le temps aussi. C'est vrai, mais j'adorerais. Enfin, j'ai plein de copines qui font leur crinoline, leur corset et autres, et j'avoue que je ne sais pas le faire. Donc souvent, je gratte aux portes en disant est-ce que tu n'aurais pas une créneau pour moi? Bouge pas, je t'en prête une. Et souvent, ça fonctionne. Jusqu'à combien de joueurs tu as pu faire des grandeurs nature comme ça? Je fais des jeux de rôle romanesques, donc on va dire que ça va jusqu'à 50 personnes. Mais ça peut être jusqu'à 2 personnes. On peut avoir un jeu de rôle grandeur nature où c'est une personne
versus une autre personne qui se Ok. rencontre et où il se passe des choses. Il n'y a pas de format complètement carré. Il y a toutes les possibilités sont vraiment à prendre en compte. D'accord. Ouais, je pensais pas qu'on pouvait faire juste à deux. On peut. Ouais, ok. Tu es essentiellement joueuse ou ça t'arrive d'être organisatrice ou de pouvoir mener les jeux? Donc là, je suis joueuse à 90%. Je suis en train d'écrire un jeu de rôle avec Cyril, mon mari. C'est surtout lui qui écrit et moi qui donne des idées. Et on a aussi un autre co-auteur. Les deux sont extrêmement talentueux, conteurs et avec une imagination débordante. Je suis là pour co-organiser et j'ai rejoint aussi l'organisation d'un jeu de rôle qui se passe à Bagneux juste après la guerre. C'est un petit bal, c'est un jour de fête. Voilà, donc un peu des deux. Je fais aussi beaucoup de photos de jeux de rôle grandeur nature. Une fois que j'ai joué les jeux, je prends beaucoup de plaisir à les photographier. D'accord, pour que ça reste mémorable. En fait, c'est important de donner et de recevoir. Dans la vie, c'est toujours ça. Et quand on nous donne des rôles, quand on nous donne des histoires à vivre qui sont incroyables, je me dis que c'est chouette de pouvoir participer, de contribuer à la vie et aux joueurs et aux joueuses à des jeux de rôle grandeur nature. Chouette. Et alors, comment tu es arrivée finalement professionnellement vers ce milieu du jeu de société? Tu veux démarrer où sur ton parcours peut-être? Mon parcours commence à Multisim, quasiment au siècle dernier, mais pas tout à fait, en l'an 2000. Je rejoins l'équipe de Multisim et je devais m'occuper de trouver un distributeur américain pour le jeu de rôle Agon de Mathieu Gabory. Et donc j'ai fait la Gen Con, la Gamma en 2001. À l'époque, le milieu français était assez petit. Tout le monde se connaissait. Donc mon mari, c'est Cyril Dejean. Il est quand même assez connu dans le milieu. C'est grâce à lui que je suis dans ce milieu-là. C'est grâce à lui que j'ai rencontré Bruno Fedouti, Hervé Marly, Philippe Despalières, Thomas Verchex, tous ces gens-là avec qui je jouais tout le temps en fait. On se retrouvait le samedi soir, on montait à Belleville, j'habitais Bastille. Et on allait jouer, et on jouait toute la nuit, parce qu'on avait 20 ans, et que le temps n'a pas d'importance à ce moment-là. Donc il était directeur artistique chez Days of Wonder, hein. C'est ça qu'il faut dire. C'est le directeur artistique de Days of Wonder depuis le premier jeu, mais il a travaillé à Multisim avant, il a fait du jeu de rôle, il a travaillé à Casus Belli aussi, première édition, pour ceux qui ont découvert les plans dans Casus Belli, c'était lui qui les crayonnait quand il était encore adolescent. Donc lui, sa vie était un jeu. Et donc toi, du coup, tu as commencé ta première expérience réelle dans ce milieu, enfin un milieu, le jeu de rôle un petit peu à part quand même, je pense, aujourd'hui par rapport aux jeux de société, même s'il y a des liens. Et ensuite, ça t'a fait cheminer vers quoi? Ensuite, je me suis dirigée vers la bande dessinée et tout ce qui était comics. J'ai rejoint un groupe qui s'appelle Tournon Sémique et je m'occupais de développer la régie publicitaire pour eux. Donc on avait les comics DC Comics, donc Batman était mon super copain. Toute une gamme de nouveaux magazines avec du Coyote Magazine, du Calliope, du Manga Kids et plein d'autres magazines naissants. C'était plutôt tourné sur la culture geek et les cultures de l'imaginaire. Et les régies publicitaires n'existaient pas et j'ai été en charge de développer tout ça. Donc oui, du démarchage à ce moment-là et sur un milieu où à ce moment-là le magazine fonctionnait encore plutôt bien. Absolument, j'ai envie de croire que le magazine continuera encore parce que le papier, il y a quelque chose de très agréable de toucher du papier et pas simplement feuilleter le magazine. Enfin, je fais partie des gens qui aiment acheter encore les livres, même si j'ai une liseuse, je ne m'arrête pas d'acheter des livres ou des magazines parce que j'aime cette sensation de prendre l'objet en main et de découvrir les pages qui vont avec. À l'époque, c'était florissant, mais c'était quand même difficile. Rien n'est jamais facile. Oui, bien sûr. Et puis c'est vrai que ça fonctionne que là, pour le coup, l'importance d'une régie publicitaire, c'est souvent grâce vraiment les seuls revenus pratiquement d'un magazine. Absolument. Il y a ça et tout ce qui est abonnement, les souscriptions. On le voit dans le milieu du jeu de société, c'est pas non plus si simple, mais on les remercie d'être là. On remercie les équipes journalistiques de faire cet effort-là. Moi, j'avoue que j'apprécie beaucoup feuilleter un plateau magazine, par exemple, pour pas le nommer. Complètement, ouais. Tu as travaillé combien de temps dans ce milieu-là, du coup, plus de l'édition magazine J'ai travaillé quelques années et malheureusement, il fallait se rendre compte que j'adorais mon métier, mais je n'aimais vraiment pas l'équipe avec laquelle je travaillais. Et c'était incompatible pour moi. J'ai eu l'opportunité de rejoindre et d'être éditrice d'un annuaire professionnel qui s'appelle le Guide du Show Business, qui est un annuaire qui existe depuis plus de 40 ans. Et donc, j'ai eu comme mission de le remettre au goût du jour, de refaire une base de données, de le mettre sur Internet, de continuer la régie publicitaire parce que c'est pareil, ça marche grosso modo avec ça. Et voilà. Et après, il y a eu une parenthèse aux États-Unis, plus ou moins après. Plus ou moins après, j'ai vécu 7 ans aux États-Unis, en Californie. Donc Cyril Dejean a eu l'opportunité de rejoindre le bureau de Days of Wonder en Silicon Valley, à Los Altos. Et il m'a proposé d'y aller avec nos enfants, qui avaient 6 ans et 9 ans à l'époque, et de se dire, allez viens, on va faire 2 ans aux États-Unis, ça va être une chouette aventure. L'expérience de 2 ans s'est transformée en 7 ans, et ça a été 7 années assez
fabuleuse. Ouais, et là, tu as touché à d'autres choses, du coup, une partie plus artistique. Tu as travaillé en tant que photographe là-bas. Exactement. J'ai eu la chance de réaliser un rêve d'enfant et c'est les Américains qui m'ont donné cette opportunité-là. Ils ont cru en moi et pendant 7 ans, j'ai fait de la vidéo, de la photo et avec des projets personnels, des expositions. J'ai rencontré des gens incroyables, des parcours de vie dont je me souviendrai absolument tout le temps. C'est un peu ça, j'ai l'impression que toujours aux États-Unis, c'est ça, c'est un peu tout est toujours possible. En fait, ils ont cette mentalité-là, en fait. La grosse différence, c'est qu'en France, on a un peu peur d'essayer parce que, par hasard, quand les gens réussissent, souvent ils sont montrés du doigt. Ah, mais toi, t'as réussi. Ah, mais t'as forcément volé ton succès ou je ne sais quoi. Et si tu rates, les gens te disent, bah, on te l'avait bien dit, il fallait pas essayer. Ouais. Aux États-Unis, la mentalité est différente. Si tu réussis, les gens te disent, bravo, bien joué. Et si tu rates, ils te disent, tu vas avoir appris quelque chose, tu vas rebondir. Oui, la mentalité plus positive, effectivement. Absolument. Ouais, et on va de l'avant, quoi. On n'a pas le choix, en fait, et c'est vrai, la vie, elle est comme ça. J'avoue que ce côté-là de la culture américaine est une chance. Ouais, je veux bien croire. Et à ce moment-là, donc ça s'appelle Miss Magic Lantern, j'ai vu ça. Ouais. Tu t'es lancée à ton compte et tu photographiais beaucoup les gens, notamment. Sans vouloir révéler un secret, je crois que c'est ce que j'aime le plus dans la vie, c'est les gens. J'aime les rencontres. Sur mon site internet, il y a énormément de photos, des photos de vie, entre guillemets, un petit peu glanées à droite à gauche. Ce qui me faisait vivre et remplir mon frigo, c'était plutôt le côté corporate et puis les sociétés de la Silicon Valley, mais c'est évident que quand je passais des journées avec les familles, à les photographier, à les enregistrer, à faire des vidéos, j'y prenais énormément de plaisir. Parce qu'on se remet à l'essentiel de qu'est-ce qui est vraiment important. Oui, créer les liens et c'est transparaître par une image des sentiments. C'est du lien, du souvenir, du jeu. C'est quand j'allais faire des photos de famille, j'avais effectivement cet outil qui était l'appareil photo, mais ce qu'on allait vivre, je voulais qu'ils se souviennent d'une expérience plus que d'un cliché sorti. Et le cliché sorti n'était que la résultante de ce qu'on avait vécu ensemble. Oui, je vais bien croire. Et puis c'est vrai que je pense qu'il faut passer du temps avec des gens. Enfin, une séance photo, c'est pas juste 1 heure dans un studio. Enfin, j'imagine qu'il faut passer du temps pour pouvoir ressortir des choses plus intéressantes. Je trouve que c'est très difficile de poser. Je pense que j'ai une grande admiration pour ceux qui en font ce métier-là. C'est très difficile. C'est très difficile d'être naturel. C'est très difficile d'avoir un appareil photo qui vous regarde et essayer d'en faire quelque chose. Mon style en photographie, c'est plutôt du lifestyle, comme on pourrait dire aujourd'hui. Et je parle tout le temps. En fait, je parle tout le temps. Donc, je pense que chaque personne est très belle. On a tous quelque chose de très beau. Pas forcément comme ce qu'il y a dans les magazines, mais on a tous quelque chose qui nous fait rayonner. Et ce que j'aimais chercher, c'était ça. C'est toujours en ligne, je crois. On peut voir un peu ton travail. Ouais, j'ai fait surtout 3 expos qui ont été plus notables, qui ont été donc Dancing in the City, qui a été une balade de San Francisco à travers la danse et à travers les âges. Les modèles avaient entre 7 et 77 ans. Je faisait découvrir le San Francisco que j'aime, avec les quartiers qui étaient à la fois touristiques mais pas que. On en a fait un bouquin, l'expo a tourné 2 ans au consulat. J'ai fait aussi une exposition dans ma ville, donc j'ai habité 7 ans à Los Altos. L'expo s'appelait Every Wrinkle's Tell a Story, donc une raie d'une histoire. J'ai enregistré 35 interviews, photographié 35 personnes sur 35 tranches de vie pour savoir qui étaient les gens qui avaient vu la Silicon Valley sortir de terre. Et là, j'ai glané des informations et des histoires absolument incroyables. Les gens avaient entre 70 et 100 ans. C'était une belle rencontre et le dernier gros truc que j'avais fait aux États-Unis, c'était le confinement. T'as vécu ça là-bas? J'ai vécu ça là-bas. J'ai fait 80 portraits, j'ai fait 80 photos. Le pitch, c'était un jour, une photo. Je venais devant chez les gens en respectant les distances de sécurité. J'avais fait un deal avec la ville où les gens me montraient en une photo ce qui se passait à l'intérieur. Donc, j'avais des musiciens, j'avais des sportifs, j'avais des gens qui étaient en pyjama, j'en avais qui étaient super geeks, il y en avait qui se costumaient, il y en avait qui avaient décidé d'être des stars. Bref, on voit que l'imagination des gens est aussi assez débordante et c'était ma façon de rester connectée avec le monde alors qu'on n'avait pas le droit de le faire. Et tout ça, on peut le voir, ce travail-là, encore en ligne ou quelque part? Sur missmagiclantern.com. J'ai aussi un Instagram sur lequel on peut voir mes photos qui s'appelle Paris by Mode. J'ai changé l'intitulé en revenant à Paris parce que j'ai commencé un projet sur les toits de Paris où j'ai commencé à photographier les artistes sur les toits pour leur donner la lumière, faire en sorte que les gens qui étaient dans les cabarets puissent aller rejoindre des étoiles et être les étoiles. Mais sauf que je me suis rendu compte que
1, c'était pas légal de monter sur les toits de Paris. D'accord. 2, les gens avaient souvent le vertige. 3, les toits n'étaient pas accessibles. Donc, c'était un projet qui n'a pas pu vraiment aboutir. J'ai adoré grimper là-haut et voir Paris sous un autre angle. C'était une fausse bonne idée. D'accord. Donc, c'est plus facile d'aller dans les catacombes à Paris, a priori. C'est plus facile d'aller dans les catas. En fait, ce que j'aime quand je fais des photos, c'est raconter des histoires. Ouais. Voilà. Et là, j'ai pas de projet photo en cours, aucun. Ça pourrait être intéressant d'avoir un projet comme ça dans le milieu du jeu. Je sais pas. C'est quelque chose qui te traverse ou... Je sais pas parce qu'il y a déjà des professionnels qui font des photos incroyables. Nous, on travaille franchement chez Lab for Games avec Asmodée et avec des professionnels qui racontent des histoires, enfin qui racontent nos jeux merveilleusement bien. Je pense pas que je puisse faire mieux ou différent. Oui, mais on est plus sur de la photographie peut-être de l'objet et pas de l'humain qu'il y a derrière, justement. Et ce serait peut-être quelque chose d'intéressant à explorer. Je donne une piste comme ça. Peut-être qu'un matin je vais décider, mais je ne sais pas. Les gens sont aussi assez timides. Les gens sont réservés dans ce milieu. Les gens sont pudiques. Ça fait partie des choses que j'apprécie. On se dévoile pas si facilement et quand on arrive à révéler qui. Non, je pense que c'est une bonne idée, mais ce sera pas mon idée. Ok. On va quand même parler maintenant de ton retour en France où là tu as travaillé pour Funforge. Tu es revenu quand en France ? Je suis revenue en juin 2020. J'ai commencé fin juin 2020 avec Funforge. Il se trouve que Philippe Noura, le patron de Funforge, est un ami de 25 ans. Quand il a su que je rentrais en France, il m'a dit « Ah, c'est super, tu viens directement travailler pour moi et tu vas t'occuper de la distribution des jeux en France. » Et je lui ai dit « Mais je ne suis pas commercial. » Il m'a dit « Ne me pose pas de questions, viens juste travailler. » Et j'ai adoré travailler pour eux, avec eux. C'était une toute petite équipe, c'est des gens que je connais très bien. Claude Amardel, Gerson Chélan, Charlotte, plein de gens. Vraiment, ça a été un pur bonheur. On était 8, il y avait François, Charline Thomas, un bonheur pour 4 ans de travail avec eux. Une échelle assez humaine aussi pour travailler. Ouais. Alors, quelles étaient tes missions à ce moment-là ? Raconte-moi un petit peu le travail que tu as fait chez Funforge. Funforge avait une double casquette, avait une casquette d'éditeur et une casquette de distributeur. Et donc moi, je m'occupais de faire en sorte que toutes les boutiques de France puissent avoir nos jeux dans leur rayonnage, afin que tous les joueurs puissent jouer à ces merveilleux jeux. D'accord. Tu sillonnais pas mal la France, tu allais voir directement les boutiques, c'est ça ? Il se trouvait que quand je suis arrivée chez Funforge, je ne connaissais pas les boutiques, parce que je connaissais très bien les éditeurs, je connaissais plutôt bien les auteurs de jeux, j'avais plein d'amis qui travaillaient dans ce milieu-là depuis très longtemps, et les jeux venaient à moi. Donc je ne connaissais pas les boutiques, et la seule boutique que je fréquentais, c'était Variante à Paris, parce que le vendeur historique de cette boutique, c'est mon cousin. D'accord. Donc je ne connaissais pas les boutiques en France, et je me suis dit qu'il fallait que je fasse un tour de France des boutiques pour comprendre qui elles étaient, parce que chaque boutique avait une âme différente, chaque boutique avait un style différent. Et comme on avait un catalogue de jeux varié, je pouvais comprendre un petit peu comment ça fonctionnait. J'ai fait un tour de France, un petit peu le compagnonnage en allant de porte en porte et en liant du lien. Et ça a été des très belles rencontres, vraiment. Combien de boutiques comme ça tu as pu sillonner dans ton réseau ? Quand on aime, on compte pas. Mais j'ai déjà vu quelqu'un dans les Vosges me dire « Ah mais Maud, j'adorerais que tu viennes ». Je fais « Ok, je viens ». Et en fait, à partir d'un point de départ, après tu rayonnes sur toute cette région-là et puis et on y va. Ok, donc du coup là tu venais avec les jeux, là l'objectif c'était de les présenter, de savoir aussi donner les atouts pour que j'imagine les ludicaires puissent parler correctement du jeu ou quels sont les avantages, c'est ça ? Absolument, et je les faisais jouer. C'était hyper important pour moi qu'on fasse une partie complète pour qu'ils puissent comprendre l'intérêt, pour qu'ils puissent vivre et ressentir ce qui se passe autour d'une table. Je pense sincèrement que notre métier, à quel niveau qu'on soit, c'est les joueurs l'essentiel. Le plaisir et le succès, c'est quand on voit des gens jouer à nos jeux, les jeux qu'on a fabriqués, édités, peu importe le maillon qu'on soit dans la chaîne, c'est ça la victoire. La victoire, c'est à ce moment-là. J'imagine que la problématique aussi quand on est éditeur, c'est effectivement de trouver la bonne place parmi la pléthore de jeux qu'il y a. Donc j'imagine qu'en magasin, c'était important aussi. Ils sont inondés en fait les ludicaires, donc j'imagine que c'est pas simple non plus pour s'y retrouver pour eux. Clairement, c'est un avantage que j'avais. Moi, j'avais décidé que j'allais voir tout le monde et régulièrement. Et plusieurs fois par an. Donc j'étais souvent effectivement sur les routes et les gens disaient « Ah ouais, mais ça fait quand même une différence. On sait que tu vas venir nous présenter tes nouveautés. Alors ça va nous plaire, ça va pas nous plaire. Mais forcément, quand il faut passer commande, voilà, c'est plus facile quand on a eu une personne avec qui on a créé du lien et on a échangé plusieurs fois. Bien sûr. Malheureusement, il y a eu l'annonce il n'y a pas très longtemps de la fin de Funforge. Alors tu étais déjà parti, mais j'imagine que
Ça doit être assez difficile pour l'équipe de l'époque. Et toi, quel est ton ressenti par rapport à ça? D'abord, c'est des gens merveilleux. Funforge, c'est une histoire de 17 ans. Un grand bravo à Philippe Noura, à son équipe, à Claude, encore une fois, à Gerson. Enfin, je ne peux pas tous les nommer, mais vraiment, encore une fois, un immense bravo à eux. Ils ont réalisé beaucoup de travail. C'est des échecs, des succès. Oui, il y a comme eu des jeux aujourd'hui qui sont encore... bien sûr. Je veux dire, Tokaido, Monumental... Bravo, bravo, merci. Vous êtes mes amis, je vous adore. Je sais que vous allez rebondir, j'ai aucun doute là-dessus. C'est juste une tranche de vie, on apprend. Voilà, il y a eu des erreurs, il y a eu des succès. C'est comme ça, ça va rebondir, c'est sûr. Je ne peux pas croire ça. Moi, je suis partie de chez Funforge il y a un peu plus d'un an. En avril 2024, la distribution des jeux avait été redonnée à Asmodée. Donc, mon travail avait été redonné à Asmodée. Donc, ils se sont dit, on va récupérer Maud et on va lui trouver une place. Voilà. Comment je suis arrivée chez Asmodée. Alors, justement, aujourd'hui, la transition est toute faite. Quel est ton travail chez Asmodée? C'est quoi tes missions? Donc moi, je suis Head of Marketing pour Lab4Games. Lab4Games est un studio dans Asmodée. Et Lab4Games, c'est 5 labels. Next Move, Repos Production, Libellude, Space Cowboys et Days of Wonder. J'ai une équipe de 13 personnes qui va s'occuper à la fois du marketing, de la communication, de l'événementiel et tout ce qui est graphique autour de ces 5 labels-là. Donc du coup, vous avez tout le catalogue de ces 5 studios. Toi, tes missions, forcément de gérer toute cette équipe, mais plus précisément, c'est quoi ton quotidien en fait? Si on peut avoir un quotidien. Le quotidien, c'est ça qui est chouette, c'est que c'est pas le jour de la marmotte, c'est que ça change quand même effectivement tous les jours. Mon enjeu est de faire circuler l'information du bon côté, de la direction vers les équipes, des équipes vers la direction, de vérifier que tout est fluide. Il faut savoir qu'il y a 2 choses importantes. Il y a les gammes et les nouveautés. On a des jeux emblématiques qui sont extraordinaires chez Lab4Games. On a Azul, Unlock, Seven Wonders, Les Aventuriers du Rail, et Pléthore, et Dixit, etc., etc. Et il y a des nouveautés. Donc l'enjeu n'est pas exactement le même dans sortir une nouveauté ou continuer à faire vivre des gammes. D'accord. On établit des stratégies ensemble avec les équipes. Donc moi, j'ai 5 personnes qui réfèrent directement à moi, sachant que d'autres ont des équipes. Je pense notamment à l'équipe de Hélène, qui gère toute la communication. Hélène Delforge, qui sans elle, vraiment, Hélène, si tu m'écoutes, merci d'être là. On définit des stratégies de communication, on met en place des réseaux. C'est elle qui va me proposer des choses et moi, je vais pouvoir les valider. Ce sont mes équipes et c'est ma plus grande satisfaction dans le travail, c'est de se dire que les équipes qui travaillent avec moi sont fiers de faire ce qu'ils font, sont fiers des réalisations qu'ils font et qu'ils ont tous les outils pour bien travailler. Moi, je veux vraiment que le matin, quand on vienne au boulot, qu'on soit en télétravail ou sur site, qu'on y prenne un maximum de plaisir. L'enjeu, c'est vraiment de trouver des nouvelles astuces, de créer peut-être différents biais de communication ou de marketing ou d'action marketing spécifique. Voilà. En quoi consiste un plan d'action marketing? Parce que pour plein de gens, ça ne veut pas dire grand-chose en fait. On dit oui, marketing, c'est communiquer pour vendre, en résumé. Mais en quoi consiste un plan d'action? Sur une nouveauté, par exemple? Sur une nouveauté, c'est assez facile. Comment est-ce que tu vas faire en sorte que ton jeu soit connu? Tu as plusieurs canaux. Tu as tout ce qui est les événementiels. Donc, il faut être sur tous les festivals, il faut vérifier toute cette partie-là. Il faut être sur tous les réseaux sociaux. Il faut que les influenceurs aient eu tes jeux en main. Il faut que tu aies pu éventuellement faire un petit peu de publicité diverses et variées, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur des moteurs de recherche. Il y a quand même tout un canal différent. Ça peut être également en boutique, avec des opérations de boutique, des opérations plus liées au commercial, mais que nous, on va mettre en place, avec de l'affichage, avec des goodies spécifiques, ce genre de choses spécifiques. Là, je pense à Seven Wonders Dice, où le marketing manager fait un super boulot, où il a fait un display de Seven Wonders Dice avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, et donc les boutiques vont pouvoir s'en servir pour les mettre dans leur vitrine ou sur leur comptoir, avec exactement ce qu'ils vont avoir dans le jeu, etc. Donc c'est un attrait supplémentaire. On revient à comment se rendre visible dans une boutique. Exactement. Mais c'est aussi sur Amazon. Est-ce que tu vas faire quelque chose sur Amazon? Comment est-ce que tu vas construire tes pages? Est-ce que nous, au sein du studio, il faut qu'on puisse donner et avoir tous les assets graphiques prêts pour tout le monde? Donc encore une fois, chez Lab4Games, on est un studio de chez Asmodée avec 5 labels différents. Notre job, c'est de faire en sorte que toutes les unités de distribution en France, mais dans le reste du monde, puissent faire la bonne promotion des jeux. Et c'est
le job du distributeur de bien faire les choses. Nous, au niveau du studio, on l'accompagne, on l'aide. Et bien, il y a des fois où l'Italie va m'appeler en me disant « Maud, j'ai une super idée, est-ce que tu peux nous aider financièrement à concrétiser cette opération-là ?» Et si j'ai encore un peu de budget et si l'opération me semble intéressante, ça va être avec grand plaisir qu'on fait ça. C'est hyper important de travailler avec les distributeurs du monde entier pour savoir, eux, quelles sont les actions marketing qu'ils ont fait, quelles sont les actions de communication qu'ils ont fait, quels sont les festivals sur lesquels ils sont allés. Et nous, on regroupe toutes ces informations-là aussi. Et donc, tu disais que tu avais une partie forcément événementielle. Donc, ça va être là la présence, comme tu disais, sur les salons. Donc, ça va être quoi? Ça va être travailler justement la visibilité, le décorum de l'espace pro, les goodies. Comment vous travaillez ça? Alors, ça dépend. Ça dépend des salons. Nous, l'équipe événementielle, elle est composée de 3 personnes. Il y en a 2 qui sont basées à Bruxelles, Thibaut et Clifford. Et il y en a un qui est basé au Canada, qui s'appelle Stéphane. On va s'occuper, il y a les événements majeurs et les petits événements. On ne va pas traiter l'événementiel de la même façon. Et il y a certains salons qui sont pris en charge par le groupe ou qui sont pris en charge par les unités de distribution. Donc, je pense à la Gen Con ou à Essen. Et il y a les salons où nous avons, nous, en termes de studio, on a une possibilité plus grande. Le festival le plus emblématique là-dessus, c'est le festival de Cannes, où on va construire et on va pouvoir avoir une imagination débordante sur à quoi vont ressembler l'espace Lab4Games, donc pour nos 5 labels, pour qu'on puisse faire en sorte que les joueurs s'amusent le plus possible et restent un maximum de temps sur sur l'espace. Sur l'espace, ouais. On va avoir des animations mobiles, on va avoir effectivement des goodies à gagner, on va avoir... Il y a des versions XL de jeux. Exactement, tout ce genre de possibilités. Des versions XL ou des décors, je pense à For a Crown, exactement. À Cannes, où effectivement il y avait la salle du trône carrément. Ouais. Donc, on essaye en fait de prendre un des 5 labels et de mettre un jeu en exergue un peu, où la décoration sera un petit peu plus travaillée que sur les autres et on essaye de changer. L'année prochaine, ce sera sur Day One. D'accord. Donc un jeu Space Cowboy. Space Cowboy, ouais. Chaque studio a quand même son identité forte, avec des jeux forts. Donc ça, j'imagine qu'il faut aussi le garder. C'est-à-dire que même si tu fais la com et le marketing de ces 5 studios, il faut que chacun garde son identité tout en ayant un peu la force de frappe de l'ensemble, j'imagine. C'est complètement vrai. Ça, c'est vraiment le travail de Hélène. On ne parle pas des jeux Days of Wonder comme on parle des jeux Next Move ou des jeux repos. Chaque personne a sa ligne éditoriale forte. On essaye vraiment de garder une cohérence là-dessus pour que un jeu Days soit toujours c'est un jeu Days. Donc évidemment, il y a un réel gage de qualité, quoi. Et ils ont quand même chacun leur équipe de com dans les studios ou pas forcément? Non. D'accord, ils travaillent avec tout le monde en commun. Ouais. Vraiment, ok. Les gens sont dispatchés. En fait, il faut bien se rendre compte que Next Move, le label qui édite Azul notamment, est à Montréal. Repos Productions, ils sont en Belgique, à Bruxelles. Et à Paris, on a Days of Wonder et Space Cowboys. Et à Poitiers, on a Libellude. Donc, on est sur 4 sites différents pour 5 labels. Et on n'est pas forcément aux mêmes horaires, etc. Mais on s'en sort très bien. Ouais, ça ne doit pas être facile, effectivement, parce que je mets tu disais 17 personnes dans ton équipe, c'est 13 ça personnes. 13 personnes dans ton équipe. Vous êtes tous un peu dispatchés ou... Oui. Ah ouais. Et alors, comment ça se passe? Vous arrivez à vous réunir quand même parfois tous ensemble ou ça a beaucoup de visio? Exactement. Non, c'est possible. J'essaye de réunir tout le monde un peu régulièrement. Et surtout, une fois par mois, en fait, on refait le point sur ce qui s'est passé, sur les différentes actions. Chacun peut prendre la parole. Voilà, ça tourne. C'est hyper important de faire une cohésion d'équipe. Enfin, moi, j'ai beaucoup de chance de travailler avec ces humains-là. Et j'espère qu'ils sont contents et ils auront envie encore de travailler longtemps avec nous. Et quelles sont tes contraintes et tes libertés par rapport à ton métier, mais par rapport aussi à l'ensemble de la partie marketing? On nous demande des résultats, on nous demande des KPI. Alors, c'est des gros mots, mais c'est vrai que quand on investit de l'argent, on a besoin de savoir quelles sont les retombées. Est-ce qu'on peut évaluer l'impact? Il y a différents moyens de mesurer un impact. C'est parfois difficile et c'est important parce qu'on ne va pas jeter de l'argent par les fenêtres et on veut savoir si les opérations fonctionnent. Donc, si elles fonctionnent, on va les renouveler. Si elles ne fonctionnent pas... on pourrait peut-être penser à autre chose. Tes contraintes, elles vont être liées effectivement aux retombées, c'est ce que tu dis. Mais sur la liberté, justement, de créer, de trouver des nouveaux... c'est assez libre globalement. Ouais. Extrêmement libre. Ouais. Ils nous font confiance. Enfin, je veux dire, Asmodée soutient la façon dont on veut communiquer à travers les jeux.
À chaque fois, on fait vraiment du brainstorming entre l'événementiel, la communication et le graphique. Enfin, on essaye vraiment d'être impliqué dès même la création des jeux. Donc, on va aller voir les chefs de projet pour voir pour le suivi d'un jeu, pour tout ce qui est nouvelles IP. On peut aller voir la personne qui s'occupe de la gamme pour aller en discuter avec lui. On peut vraiment... Enfin, l'intérêt, c'est de travailler tous ensemble. Enfin, on est un studio. Dans la Power Games, on a à peu près 80 personnes. Donc qui utilisent tous les métiers différents et c'est aussi on a une grande liberté et vraiment merci pour ça parce que vous arrivez en amont quand même sur les projets relativement oui. Par exemple, je sais pas, je prends Tech Time là qui sort chez Libellude. Ça fait combien de temps par exemple vous travaillez sur ce projet-là? Il faut 2 ans à peu près. Il me disait qu'il l'avait sourcé à Cannes 2024. Tout à fait. Et donc ça arrive assez vite finalement. Oui. Mais là les équipes de com et marketing, vous avez commencé à travailler quand dessus? En fait, on a commencé à le montrer à Cannes l'année dernière. On avait une version XL. Depuis, Tech Time a fait le tour de France, tour des festivals. Il est en balade avec une équipe qui s'appelle Jeux en route, qui montre des prototypes et il est en balade avec Day One chez nous. On a fait une boutique éphémère pendant la période du Flip à Parthenay, où pendant 12 jours, il y avait un lieu où on avait complètement thématisé pour Tech Time avec 2 salles différentes, le jour, la nuit. On essaye vraiment de faire en sorte que les joueurs puissent avoir joué et touché le produit et le jeu. Enfin, je ne devrais pas dire un produit, c'est n'importe quoi. C'est vraiment une expérience culturelle. Honte à moi de dire ce genre de choses. Mais oui, donc c'est ça, c'est de créer une expérience de jeu aussi. Oui, c'est hyper important. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, il y a énormément de jeux. Qu'est-ce qui fait qu'on va s'arrêter sur un jeu? Les mécaniques de jeu, aujourd'hui, sont très bien. Les jeux sont bien édités, c'est beau. La plupart des jeux, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence? Ce que tu vas ressentir autour de la table. À ce moment-là, il va se passer une alchimie. Est-ce qu'il va se passer quelque chose de particulier? Est-ce que tu auras envie de rejouer? C'est ça l'enjeu. Je ne sais pas si tu peux répondre à cette question-là, mais quel budget vous avez pour le lancement d'un jeu, justement? Alors, c'est peut-être variable d'un jeu à l'autre, je ne sais pas, par rapport à, effectivement, est-ce que c'est une gamme? Est-ce que c'est une nouveauté? Effectivement, je ne peux pas parler de ça, mais sur les nouveautés, il n'y a pas énormément de budget. Il y a du budget, mais pas énormément. Il faut avoir des bonnes idées. Et c'est important parce qu'il y a, entre guillemets, un manuel pour lancer un jeu et pour pouvoir faire toutes les tâches, pour pouvoir faire en sorte que l'intégralité des gens l'ait vu, en ait entendu parler, etc. Mais il faut être assez créatif. Les gammes, il faut être créatif, mais il faut consolider quelque chose qui existe pour que ça continue à exister encore dans 10-20 ans. Et alors, ce qui est important aussi, je ne sais pas si tu me dirais ça, mais les joueurs en général, ceux qui jouent, repèrent facilement les jeux, les nouveautés, etc. Est-ce qu'il y a une volonté aussi d'aller chercher un nouveau public, vraiment complètement novice, sur des gammes de jeux, justement, encore aujourd'hui? Évidemment. Et dans ce cas-là, la communication, j'imagine, est différente. Et oui, par exemple, j'aimerais faire en sorte que dans toutes les universités, il y ait nos jeux, nos piliers, faire en sorte qu'un maximum de gens, le premier jeu auquel ils jouent, ce soit un de nos jeux. Évidemment. Et alors, comment on s'y prend pour ça? Ça va être, par exemple, aller sur des festivals qui ne sont pas des festivals de jeux, par exemple, ce genre de choses. Travailler avec, j'en sais rien, des influenceurs qui ne seraient pas dans le domaine du jeu. Comment vous travaillez cette partie-là? Tout ça, mais je peux pas tout te révéler parce que ça fait partie des secrets qu'on met. Tu sais, c'est la recette magique qu'on utilise, qui est différente à chaque fois. Mais pour aller chercher des nouveaux joueurs, il faut aller comprendre qui ils sont d'abord. Il faut se dire, mais qui sont les joueurs? Quel est le profil de la personne qui va pouvoir aimer ce genre de jeu-là? Donc, il y a des petites composantes avant de faire un plan marketing, un plan de com pour pouvoir agrandir le cercle. D'accord. Qu'est-ce qui a changé pour toi un peu, parce que tu connais le milieu ludique depuis quand même de nombreuses années. C'est quoi ton regard un peu sur l'évolution du monde ludique aujourd'hui et quelles sont peut-être ses forces et ses difficultés? Il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus d'acteurs, il y a beaucoup plus de jeux, il y a beaucoup plus d'enjeux. Aujourd'hui, Asmodée, nous, on est une société qui est cotée, on est une société qui est magnifique. Je me souviens, j'ai rencontré toute l'équipe de Asmo il y a fort longtemps, quand on était vraiment très peu dans le marché français à être là. On s'est professionnalisé, il y a plus de structures, il y a plus de process. On pourrait presque le comparer au milieu de la bande dessinée, il y a 20 ans. C'est difficile pour les structures petites, c'est plus simple pour les gros, mais ça reste difficile. Les enjeux sont réels partout. Oui, puis il y a eu un espèce de boom, effectivement, un peu, qui a été presque bénéfique avec le Covid, pour le jeu en tout cas. Et en fait, il y a eu cette redescente un petit peu derrière, qui n'a pas forcément été facile non plus à comprendre. Enfin, le marché a évolué en fait, très c'est pas vite. vraiment une redescente. On a eu beaucoup plus de gens. Le Covid a été effectivement un accélérateur pour toucher plus de joueurs. Mais quand on regarde les chiffres
après Covid, après cette vague fulgurante, on a quand même gagné des joueurs par rapport à avant Covid. Oui, c'est sûr. Oui, il y a du coup forcément plus de joueurs qu'avant. Alors, tu parlais tout à l'heure que tu sillonnes les festivals, les conventions. Tu as été à la Gen Con récemment. Tu es sur Cannes, Essonne, forcément, d'autres festivals. J'ai vu Louisville aussi, Gamma. En quoi c'est important d'être dans ces gros événements? En fait, ça permet de comprendre quels sont les marchés locaux. Quand je vais aux États-Unis, en Allemagne ou ailleurs, quand on va en Retailers Day, dans les succursales différentes de distribution, ça nous permet de comprendre qui sont les différents acteurs. Ça permet de comprendre avec qui on va travailler et ça permet de créer du lien. Je ne pense pas qu'il y ait de meilleur moyen de créer du lien que d'être en face de quelqu'un. Mmh. Le marché est peut-être différent aussi d'un pays à l'autre. C'est pas les mêmes attentes peut-être du public aussi. Les marchés sont différents, les joueurs sont différents. On ne montre pas forcément la même chose, mais nous, chez Asmodée, on a quand même une identité de marque, on a quand même une façon de se repérer pour que les gens se disent « Ah ouais, mais Asmodée, c'est une super qualité. On sait qu'on va aller découvrir vraiment des expériences ludiques positives. » Et est-ce qu'il y a des festivals que tu préfères et pourquoi? C'est tricher ces questions-là. J'ai envie de dire que j'ai adoré le Flip de Parthenay parce que j'ai aussi été membre du jury pendant plusieurs années. Alors j'ai vu ça, ouais, effectivement. Tu as fait partie du jury des protos, c'est ça? Ouais. Donc j'ai un rapport privilégié à ce jeu-là, à ce festival-là, mais je prends toujours beaucoup de plaisir à aller à Essonne ou à Cannes. C'est 2 moments, 2 rendez-vous de l'année où je vois des professionnels que je ne vois que là-bas. Donc ça permet de continuer à tisser du lien. Là, je suis allée à la Gen Con, mais la dernière fois que j'avais été à la Gen Con, c'était en 2001. Donc autant dire que les choses ont beaucoup changé. D'accord. Ah oui, tu n'étais pas revenue entre-temps. Ouais. D'accord. J'imagine que c'est gigantesque, non, la Gen Con? C'est très grand, ça joue partout. Dans la Gen Con, on est dans un hôtel où les gens jouent même par terre sur la moquette. D'accord. Les gens jouent partout. Ça n'a absolument rien à voir avec nos festivals européens. J'avais même vu que c'était dans le stade de foot américain, enfin, ouais. Truc de fou. Ouais. Ah non, mais il y a plusieurs endroits, vraiment beaucoup d'endroits où les gens vont jouer, vont créer des lieux, vont créer... Catan a fait une escape dans une salle spéciale. Il y en a partout. Il y avait un tournoi des aventuriers du rail organisé par la Train Gamer Association. Enfin, il y en a absolument partout. C'est le festival du jeu aux États-Unis dans lequel il faut vraiment aller. C'est très différent, les festivals aux États-Unis. Vraiment différent. Il y a des ludothèques partout. Les gens sont plutôt enfermés dans des salles, plus que ce soit ouvert sur la ville comme on pourrait avoir en France. Oui, puis c'est forcément une autre échelle, quoi. J'imagine les Américains font jamais rien de petit non plus. C'est pas faux. Justement, il y a des plus petits festivals peut-être en France que tu as eu l'occasion de faire quand tu sillonnais beaucoup la France, qui méritent le détour. Mais bien sûr, l'alchimie du jeu, Orléans joue, Ludinor, c'est chouette ce qu'ils font, c'est des passionnés. Les gens ont forcément un métier à côté, ils adorent le jeu de société, ils veulent en parler au maximum. C'est des gens qui sont souvent bénévoles, ils comptent pas leurs heures. C'est toujours un plaisir de les accompagner, de les aider dans nos possibilités. Alors, tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure, tu as fait partie effectivement du jury du Flip. Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir de cette expérience? Il fallait lire 180 règles de jeu de prototype. Ça, c'est une expérience unique, difficile, et l'enjeu est d'essayer de repérer une pépite. Ce qui est assez extraordinaire, c'est de se réunir avec les membres du jury pendant quelques jours avant le Flip, avant Parthenay, avant de découvrir et de pouvoir jouer à la sélection qu'on a sélectionnée. Donc on sélectionne 16 jeux et on joue à ces 16 jeux et on joue vraiment et on fait des retours aux auteurs. C'est un très beau moment. C'est un très beau moment. Oui, parce que c'est aussi des retours constructifs, j'imagine, pour les auteurs. Il y a un vrai retour, c'est ça, avec le jury. Le jury est composé à la fois d'auteurs, d'illustrateurs, d'éditeurs. Enfin, c'est vraiment un jury varié, des professionnels, des influenceurs, etc. Et oui, c'est un moment privilégié. Et les auteurs sont là et on essaye vraiment de donner un retour constructif à chaque personne pour peut-être améliorer son jeu. Il y a des jeux qui ont été édités après. Enfin, les enjeux sont différents. Tu saurais me citer des jeux qui sont passés par le Flip, justement? Par le Flip, oui, il y en a. Et non, je n'ai pas les noms là. Donc, je vous invite à aller... on ira voir. Ouais. Ok, ça marche. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu aimes ton métier? J'adore mon métier. J'ai une chance incroyable. J'ai exactement la vie dont j'avais rêvé. Qu'est-ce qui te plaît, en fait, aujourd'hui, dans ta vie, dans ta profession, dans le milieu? Tout, j'ai une chance assez incroyable de connaître les gens depuis fort longtemps. Je travaille avec des équipes passionnées, professionnelles, challengeantes.
c'est pas si facile. C'est essayer de relever des défis, de comprendre comment est-ce qu'on va adresser un jeu au plus de nombre, comment est-ce qu'on va faire en sorte pour qu'il y ait un maximum de personnes qui aiment nos jeux, jouent à nos jeux, parlent de nos jeux. On sent de toute façon qu'il y a aussi... je pense que pour parler le mieux des jeux, c'est d'être passionné et ça se sent. Tu as l'air d'être quelqu'un de très passionné. J'aime jouer, ouais. Tu as justement des Madeleines de Proust un peu dans les jeux. Ouais. Ça serait lesquelles ? Sans aucune hésitation, Citadelle de Bruno Feduti. Mm-hmm. Je me souviens très bien, on jouait chez lui le vendredi soir et le samedi soir. La soirée du vendredi soir, Cyril avait été joué chez Bruno, m'avait réveillée dans la nuit en me disant « Maud, j'ai joué à un jeu, il est dingue. Bruno, il a fait un jeu, il est réglé, il faut absolument que tu ailles jouer demain. » Donc le lendemain, j'avais été jouer à Citadelle, qui était parfaitement réglé. Le dimanche, Cyril était retourné au bureau pour monter le premier prototype de Citadelle. Mm-hmm. Il a fini Citadelle en moins d'une semaine. Ça a été publié par Multisim au départ. Ah là là, ouais. Ce jeu, c'est une réelle pépite. Enfin, moi, c'est une histoire incroyable. Voilà. Ok. J'aurais envie de te dire que j'ai aussi eu la chance de jouer à un prototype qui s'appelait Ticket to Ride, qui venait tout droit de l'Amérique. Un jour où Éric Hautemont et Pierre Gobil sont venus dîner à la maison en disant « Ah, les deux gens, j'ai un super jeu, on y joue. » C'était Les Aventuriers du Rail. Ah, quelle histoire. Ouais. En voilà un autre qui a beaucoup compté dans ma vie. Ouais, je veux bien croire. Il faut commencer par Les Aventuriers du Rail. On parlait des nouveautés tout à l'heure, mais comment on continue à te parler justement des jeux qui sont des long-sellers comme ça, qui sont devenus finalement des références, des jeux références. Avec Ticket to Ride, par exemple, comment on travaille là-dessus ? Cette année, on a fêté les 20 ans de Ticket to Ride. Donc, on a fait la finale du championnat des 20 ans de Ticket to Ride à Paris, où il y avait 8 personnes qui étaient venues du monde entier pour faire la compétition, la dernière compétition. On avait fait ça dans un wagon de l'Orient Express. Enfin, ça avait été un bel événement. Costumé aussi, j'ai vu ça. Ouais. On avait fait de l'immersion pour que les gens puissent vraiment vivre quelque chose d'authentique. Julien Delval, l'illustrateur historique, était venu pour dédicacer des boîtes. Mais aujourd'hui, Ticket to Ride a 20 ans. Et aujourd'hui, le monde change. Donc, Ticket to Ride s'est fait une beauté. On a fait une V2 de la version USA. Et c'est un plaisir de la voir maintenant relookée au goût du jour pour que justement on puisse faire en sorte que les nouveaux joueurs puissent découvrir le jeu à travers une identité graphique qui corresponde beaucoup plus aux standards du marché présent. Et ça se renouvelle aussi toujours puisqu'il y a quand même eu le Legacy qui a fait une belle percée l'année dernière. Il y a le Legacy, il y a les Cities, il y a une gamme de beaucoup de jeux. Je pense qu'on peut trouver dans Ticket to Ride le jeu qui va forcément nous faire découvrir plus le jeu de société. Si tu étais un mode de jeu, lequel serais-tu ? Tu serais du coop, du compétitif, du semi-coop, du solo ? Du bluff. Du bluff. Ah ouais. Sans aucune hésitation. Ah ouais, pourquoi ? J'adore ça. Ouais. Je m'amuse avec beaucoup de types de jeux. Mais j'avoue, j'adore les jeux de bluff. Quel jeu, par exemple, tu pourrais nous dire il faut y jouer, quoi ? Alors, cette année, Agent Avenue. Ouais. J'ai adoré. Gros coup de cœur là-dessus. Perudo, c'est ma petite Madeleine de Proust, ludique. Mm-hmm. Voilà, j'adore les jeux de bluff. Ok. Si tu étais un auteur de jeu, lequel serais-tu ? Hyper dur, trop dur. Trop dur. Non, trop dur. J'en aime vraiment plein, très fort. Ah, il suffit. C'est pas pour se fâcher. Ah, si, je sais. Je serais Serge Laget. Ah, ok. Serge Laget. Et pourquoi alors ? S'il est venu Parce que Serge, je le retrouvais tous les ans à Étourville, une petite réunion que fait Bruno Feduti. Je le connaissais depuis le siècle dernier, j'ai eu cette chance-là. C'est quelqu'un qui était lumineux, qui était rayonnant, qui a fait des jeux incroyables. Donc je serais Serge Laget. Ok. Et si tu étais une thématique de jeu, laquelle serais-tu ? Je sais pas, ça c'est une question difficile. L'alchimie. L'alchimie. Alors qu'est-ce que tu entends par là ? Tout ce qui est en haut est en bas. L'alchimie, c'est un sujet sans fin. Je trouve qu'on peut... ça permet de mettre des ingrédients pour faire quelque chose de plus grand. D'accord. Voilà. Ah, c'est joli. Ok. Et si tu avais donc quelqu'un d'autre à me proposer pour une prochaine interview, une personne dans le milieu ludique que tu aimerais entendre à mon micro, tu pourrais me proposer qui ? Je te proposerais bien d'interviewer Hélène Delforge, qui a une vie incroyable, qui fait partie de mon équipe. Elle aussi, elle a plein de vie. C'est quelqu'un de bien. Ok. Je le note. En tout cas, merci Maud d'avoir passé ce moment avec moi. Et je te propose qu'on conclue le podcast par la phrase habituelle. Alors Maud, au jeu édité par Lab4Games, tu joues ou quoi ? Je vous remercie pour votre écoute attentive et régulière.
Si vous avez apprécié cet épisode et souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous et à me laisser des commentaires sur Instagram, Facebook ou la chaîne YouTube. La prochaine interview sera consacrée à Bertrand Arpineau, le fondateur et gérant de Banquise Éditions. Je vous dis rendez-vous dans 2 semaines. En attendant, amusez-vous bien!